Je voudrais commencer par vous dire à quel point vous avez fait des gens très heureux en acceptant de venir vous prêter à l'exercice des questions et réponses. Euh, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui se demandent comment on devient Pierre Gaudin, et avec raison. Donc, on pense bien qu'on va apprendre quelques éléments en rapport avec cette question-là. Et moi, j'aurai le plaisir de vous interroger. Alors, commençons par le début. Encore une fois, ce qu'on voudrait comprendre un peu mieux, c'est comment vous êtes devenu l'entrepreneur d'envergure mondiale que vous êtes, et puis de connaître un peu plus votre parcours à partir du début. Et justement, commençons par le début. Est-ce que, en allant voir du côté de vos origines familiales, du milieu, de l'environnement dans lequel vous avez grandi, est-ce qu'on peut trouver des indices de ce que vous alliez devenir ou une espèce d'étincelle là, qui a allumé toute la flamme? Merci beaucoup, M. Bouchard, et un beau bonjour à tout le monde. Euh, mes origines, oui. Alors, d'un tout petit village, en fait, en campagne. Ça s'appelle Chipcha, d'une famille de 9 enfants. Et puis, moi, j'étais dans le milieu. J'imagine que c'est là que j'ai fait mes classes pour le sens du partage. Et puis, et pour développer le sens du partage plutôt. Et mon père a toujours été en affaires. Et puis, lui, il avait c'était une manufacture là, de boîtillage. Il y avait ses moulets assis, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans vos familles, M. Bouchard, Paulin Bouchard, qui travaillait beaucoup avec mon père dans le temps. Ah ben oui. Simon, là. Oui. Alors, et mon père a toujours été en affaires, puisque j'adorais là, quand j'étais tout jeune à ce moment-là, puis j'étais souvent avec lui, probablement parce que j'étais candidat au italien dans le temps. J'étais trop. Alors, j'étais peut-être bruyant. Alors, ma mère m'envoyait toujours travailler avec lui, ou aller avec lui plutôt. Et ce que j'aimais, c'est quand il réussissait à vendre quelque chose à un client, il y avait un grand sourire de satisfaction. Alors, j'imagine que ça m'a marqué. Ouais. J'ai eu cette question-là souvent. Et peut-être que même dans le milieu, lui, il était donc dans le software. Alors, moi, quand j'ai commencé ma carrière, ben, je n'étais pas très loin, c'était dans le software. Alors, voilà, mes intérêts, c'est simplement, mon père m'a inspiré beaucoup. Alors, quand vous parlez de partage, là, vous êtes surtout connu pour vos acquisitions quand même. Oui, dans le partage, c'est que, par exemple, si vous regardez aujourd'hui, dès le début de notre entreprise, on a voulu vraiment créer une culture forte dans l'entreprise. Alors, on a pris une décision qui n'était pas évidente à ce moment-là, où lorsque on inviterait les gens à se joindre à l'entreprise, ces gens-là deviennent actionnaires de l'entreprise. Alors, 82 000 collaborateurs plus tard, les gens qui travaillent chez CGI, les employés de CGI, alors 85 % de ces gens-là sont actionnaires de l'entreprise. Et pourquoi ils acceptent de devenir actionnaires de l'entreprise? Ben, c'est l'ancrage de notre culture. Et comment ils deviennent actionnaires? C'est qu'aujourd'hui, CGI est une entreprise dont les actions sont cotées en bourse et ils payent 15-50 % du prix coté en bourse. Et il n'y a pas de période de rétention. Si le lendemain matin où les actions sont acquises, ils peuvent les revendre. Ah oui. La preuve a été faite que les gens gardent leurs actions. Alors, quand je parle de sens de partage, c'est dans ce sens-là. Oui. Vous avez prononcé le mot culture, là. Vous référez à la culture d'entreprise, bien sûr, mais là, vous avez oui. Plus de 80 000 employés dans 400 sites, 40 pays. Comment vous faites pour tenir ça ensemble? Par la culture d'entreprise? Oui. Peu importe le pays dans lequel on travaille, dans les 400 bureaux, c'est justement cette culture-là qu'on veut faire vivre. Et le point d'ancrage, c'est l'actionnariat.
savez, quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, ça confère des droits aux gens. Pour les gens qui gèrent cette entreprise-là, ça vient avec un devoir de fiduciaire, de savoir que ces gens-là ont ces droits. Alors, de participer à l'entreprise, de participer à la vie de l'entreprise. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment un élément culturel très, très fort dans votre entreprise. Et cette culture-là ne va pas être menacée d'être altérée par le télétravail ou les réseaux sociaux, enfin tous les bouleversements là, qui se produisent? Non, non. Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Mais parlons de la culture. Hein, si on parle du monde corporatif dans les entreprises, là, à notre avis, évidemment, avec la pandémie, nul n'avait le choix autre que de travailler à partir de la maison, surtout dans une entreprise dont 90% des opérations, c'est des services conseils en technologie de l'information. Et évidemment, pour nous, à l'intérieur de 2 semaines, lorsque, en 2020, à l'annonce par l'OMS de la pandémie, alors à l'intérieur de 2 semaines, tout le monde travaillait à partir de la maison. Ceci dit, si on va vraiment en arriver à qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise à long terme. C'est la culture est sûrement un des premiers éléments qui va être garant, un élément garant du succès de l'entreprise. Alors, la vraie vie là-dedans, nous, on est allé pour aussi bien ancrer et qu'elle soit bien comprise, la culture. On a rédigé ce qu'on appelle le rêve de CGI. Le rêve de CGI, c'est très simple, c'est créer un environnement dans lequel on a du plaisir à travailler ensemble et en tant que propriétaire, développons une entreprise pour laquelle on sera fier. Dans le rêve que je viens de citer là, il y a 3 idées maîtresses que l'on mesure sur une échelle de 10 par tout notre monde, peu importe le pays dans lequel il travaille, quel est votre degré d'adhésion à chacune de ces idées-là. Évidemment, la partie actionnariat, c'est facile. Et par exemple, avez-vous du plaisir à travailler ensemble dans chacune de vos communautés? Alors, et là, c'était très intéressant. C'est toujours d'année en année, ça se mesure d'année en année, et c'est toujours de 9,5 sur 10. C'est bien le dit, c'est au-delà des mots, on le mesure. Alors, si évidemment, je suis dans une opération donnée, peu importe le pays, évidemment, on va travailler dans un pays, hein, il y a souvent confusion dans ça. Est-ce que vous avez de la difficulté avec les cultures dans un pays? Absolument pas. Nous, on a une culture que l'on appelle culture corporative, c'est la nôtre. Peu importe où on travaille, dans quel pays on travaille, c'est toujours ces éléments-là culturels. Et ça fonctionne partout. Ça fonctionne partout. Que ce soit à Melbourne, que ce soit à Sydney, que ce soit à Londres, que ce soit à Boston, que ce soit à Montréal, à Jonquière, on a 750 personnes qui travaillent à Jonquière, par exemple, à Sherbrooke, et ainsi de suite. Tout le monde a le même modèle. Tout le monde est libre. Là, vous avez mentionné Jonquière. Ça, c'est un gros test. Les gens de Jonquière, c'est des rebelles. Hein? Oh, du tout. Non. Pas chez nous. C'est des rebelles. Si quelqu'un ne parle pas en bien de CGI, je ne suis pas sûr que ça va bien aller. Ouais. Cette importance de la culture, là, c'est quelque chose que vous avez découvert en cours de route ou bien vous l'aviez à l'esprit depuis longtemps? Non, c'était vraiment dès les débuts. C'était, je dirais, une condition sine qua non vraiment à la création de l'entreprise. Et l'historique de cela, c'était, j'avais eu l'occasion de travailler presque 6 ans pour d'autres entreprises de services conseils au début de ma carrière. Et puis, je travaillais pour à développer j'aimerais qu'on y revienne de cette période-là. Je travaillais à développer, à faire du code, finalement, faire de la programmation pour des clients, j'étais toujours
à signer chez des clients, travailler sur des projets. Et puis, je me suis la relation que j'avais personnellement n'était pas avec mon employeur. Elle était avec mes clients. Alors, lorsque j'ai décidé de créer CGI, je me suis dit, ce serait capital de s'assurer que cet ancrage-là en matière de culture, de s'assurer que les gens qui aient ce sens qu'ils aiment leur entreprise, mais justement, c'est là qu'on a pensé à l'ancrage, que j'ai pensé à l'ancrage du rêve de CGI. Dans l'ancrage, vous voulez au début, c'était facile, j'étais tout seul. Au début, c'était facile, j'étais tout seul. 6 mois plus tard, il y avait André Imbeau, qui était quelqu'un de la région aussi, et qui joignait. Et puis, finalement, ce rêve-là, on l'a, je dirais, les processus se sont raffermis, documentés, et aujourd'hui, c'est le même rêve partout à travers le monde. Quand vous parlez d'ancrage, ça inclut évidemment la qualité du service à la clientèle. C'est un peu ça que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Ouais. En fait, on a qualifié ce que j'appelle la culture. La culture, les valeurs de CGI, on l'a appelé, on a appelé ça la Constitution CGI, Constitution corporative, évidemment. Et c'est le rêve, la vision, la mission de CGI et les 6 valeurs de CGI, à laquelle, depuis le tout début de la compagnie, il y a 45 ans maintenant, ça fait 45 ans le 15 juin dernier, à laquelle on n'a jamais dérogé. Quel âge vous aviez quand vous avez fait votre entrée dans l'informatique? J'avais 20 ans, à peu près 20 ans. Ouais. Donc, vous avez commencé par là? Oui. J'ai commencé par là, puis au début, j'arrivais du Saguenay, et puis mon premier employeur, ça a été une entreprise de services conseil. Ça s'appelait Aquila BST dans le temps. Et mon deuxième, pour une période de 5 ans, mon deuxième, c'était IST, la compagnie d'assurance industrielle. C'était une division de la compagnie d'assurance industrielle. C'était Industriel Services Techniques. Et j'avais eu l'occasion de réaliser beaucoup de programmation. À travailler, par exemple, j'ai travaillé pour un ministère, si j'étais même à l'extérieur, j'ai travaillé pendant au moins pas loin de 5 ans pour le même ministère. Et chez divers services, à développer des systèmes pour ces différents services-là chez le même client. Et à un moment donné, ça va peut-être vous faire rire, à un moment donné, je me suis aperçu que le service donné m'avait demandé de coder, faire un programme donné. Et puis l'année d'après, j'ai travaillé avec un autre service complètement qui était du même ministère, et il m'a demandé de faire la même chose, au moins pour 50%. De là, le nom de CGI. Tu veux dire? Et lorsque avec ce même client-là qui m'a dit, Serge, tu as exprimé le désir de créer ton entreprise, il dit, je suis prêt à te donner un contrat, et puis ça prendrait une autre compagnie. Alors là, j'ai pris mon auto, je suis allé au ministère des Institutions financières, et quel nom je donnerais, justement avec ce constat-là des doublons. Alors, de là, le nom de CGI, c'est qui n'est pas conseiller en gestion et informatique, mais qui est conseiller en gestion et informatique. Alors, 45 ans plus tard, c'est toujours ce concept-là qui a été développé à l'intérieur de l'entreprise. Le conseil, les services conseils, bien sûr, en technologie de l'information, et les services conseils en management, qui ont pris toutes sortes de dénominations à travers les ans. Mais aujourd'hui, c'est 45 ans plus tard, avec l'avènement du numérique partout, chez tous nos clients. Alors, il y a une convergence évidente entre les deux domaines. Alors, aujourd'hui, on continue à vraiment, c'est les deux mêmes métiers. Serge, là, moi, je vous appelle Serge, mais si vous m'appelez M. Bouchard, là, ça ne marche pas, là. Il va falloir que vous m'appeliez autrement. Bon, OK, je vais vous appeler seulement pour les besoins de l'émission.
Oui. à l'interview. Vous êtes devenu depuis quelque temps. Ah, vous voyez là. Vous voyez, vous voyez. Ah ouais, mais ça, c'est correct, là. Ben, moi, on n'est pas égaux, là. Depuis quelque temps, là, vous êtes devenu président exécutif du conseil de CGI. Alors, vous allez éclairer quelqu'un comme moi, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? Quelles sont vos responsabilités, président exécutif du conseil? J'ai gardé les responsabilités. En fait, c'est le troisième président et direction générale que nous avons dans l'entreprise, dans l'histoire de l'entreprise. Il y a eu le deuxième, le premier, c'était moi. Le deuxième, il y a peut-être une dizaine d'années, c'est Michael Roach. Et le troisième, c'est George Chandler, il y a 4 ans et demi. Et et moi, je suis, à partir du moment où j'ai nommé le premier CEO, là, je suis devenu président exécutif du conseil. Président exécutif du conseil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire surtout, ça veut surtout pas dire que je suis retraité, que je travaille à plein temps. D'ailleurs, Lucien Bouchard, pas Lucien, mais Alain Bouchard a exactement la même formule. Alors, c'est du travail à plein temps. Quand on gère une entreprise là, qui est à la taille de CGI maintenant, c'est une tâche qui est assez exigeante. Alors, ce qu'on fait avec l'équipe de direction, c'est qu'on se partage. Par exemple, aujourd'hui, 60% de nos affaires sont en Europe. Alors, l'équipe de direction, on se partage les grands clients, par exemple. Juste avant l'avènement d'Omicron, par exemple, je suis allé à l'intérieur je suis allé 3 fois dans le même mois en Europe mais j'ai des clients avec lesquels je reste en relation, par exemple, en Allemagne et bien sûr en France. Et puis, George se partage aussi aussi en Allemagne, une partie de l'Allemagne et aussi évidemment l'Angleterre. Alors, on a le concept là, vraiment de partage. Ceci dit, de partage de la responsabilité. Et ce n'est pas non seulement avec George, c'est avec l'ensemble de l'équipe. Et il y a peut-être 2 ans, 3 ans maintenant, on a aussi nommé quelqu'un qui est le président et chef des opérations, c'est M. Jean-Michel Batic, là, qui est un Français, qui gère une très, très grande partie. Alors, on se sépare ces tâches-là. Évidemment, comme président exécutif, je suis président du conseil. Et et puis aussi, avec Julie. Julie, elle est ma fille, elle est co-chair, co-présidente du conseil d'administration. Et on travaille ensemble, là, vraiment, on se sépare. Julie est responsable du dossier Mergers and Acquisitions, ou fusions d'entreprise, et la planification de l'entreprise, qui est une fonction extrêmement stratégique chez nous. Alors, on se partage les tâches, là. Serge, j'aimerais ça que vous nous disiez quel est le meilleur coup que vous avez fait le long de votre parcours, dont vous êtes le plus fier ou qui a été le plus déterminant pour la croissance de votre entreprise, et peut-être le plus difficile aussi. En fait, depuis le tout début de l'entreprise, par exemple, on a toujours eu comme objectif, comme plan stratégique, de toujours suivre nos clients là où ils sont. Je m'explique. Et là, c'est nécessaire que je donne le contexte. Là. Ça explique pourquoi on a fait des acquisitions comme on l'a fait, au rythme où on l'a fait. Lorsque vous travaillez, par exemple, sur un dossier en technologie de l'information pour une entreprise, disons, qui est globale, qui est à l'extérieur, disons, du Canada ou des États-Unis, alors s'il y a 30 à 40% dans chacun des pays dans lesquels on travaille où nos clients sont globaux. Et lorsque vient le temps, par exemple, d'implanter une solution informatique pour ce client-là, le client va toujours préférer que l'on ait une présence là où ils ont une présence. Un bel exemple de ça qui est bien connu ici au Québec, avec l'Alcan. L'Alcan, on a commencé à travailler avec eux à Montréal. Et puis, graduellement,
on est allé s'installer là où l'Alcan nous demandait de s'installer. Alors, ce qui veut dire que pour arriver rapidement à satisfaire les besoins de nos clients, justement satisfaire cette présence-là, c'est là qu'est arrivée cette stratégie, justement, de fusion avec les entreprises, avec des entreprises qui étaient locales dans ces marchés-là où le client était présent. Alors, par exemple, si on avait 31 000 associés chez CGI, membres CGI, on les appelle membres parce que 85 d'entre eux sont actionnaires de CGI. Il y a eu des clients globaux qui vraiment avaient beaucoup d'opérations en Europe. De là, la cible d'acquisition, de fusion plutôt, d'une entreprise qui s'appelle Logica et qui, nous, on avait 31 000 personnes, eux en avaient 41 000. Alors, c'était un défi. Alors, ça a été un très grand succès, très grand succès. Alors, nous, bien, comme je le disais tout à l'heure, hein, on a une culture, la culture corporative, évidemment, les mêmes valeurs. Alors, évidemment, ce qui vient avec cela, on mesure à peu près tout. Là. On demande à nos gens et à nos clients de toujours nous mesurer la qualité de nos services, toujours sur une échelle de 10. On a implanté ce système-là avec toutes les entreprises avec lesquelles on a fusionné. Il y en a, je pense, le compte, on doit être rendu à 304. Acquisition. Aujourd'hui. Fusion. Acquisition. Qu'on appelle fusion, parce que nous, on a banni le mot acquisition, parce que notre produit, nous, c'est des gens. Ouais. Alors, c'est des gens qui facturent leurs services dans la vie de tous les jours à leurs clients. Alors, il y a un aspect technique, il y a un bilan financier qui en achète un autre, hein. Mais autre que les aspects techniques, lorsque les gens sont regroupés, on fait partie de la même famille. C'est la raison pour laquelle on a banni le mot acquisition. Ouais. Est-ce que vous êtes arrivé une autre fois de vous fusionner avec plus gros que vous? Non, ça a été celui-là. Quoiqu'il y en a eu plusieurs, par exemple, en 1998, où on avait sensiblement la même taille, lorsqu'on a acheté la division des systèmes d'information de Bell Canada. À ce moment-là, ça s'est passé en 1998. On avait 450 millions de chiffre d'affaires. Et lorsqu'on a fait l'acquisition de la division de Bell Canada, ils avaient 450 millions de chiffre d'affaires. Alors, du coup, ça a doublé la taille de l'entreprise. Alors maintenant, je vais vous poser un peu la même question, mais à l'inverse. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un moment critique dans l'histoire de CGI où vous n'avez pas été chanceux, où il y a des erreurs qui ont peut-être été commises, qui ont peut-être remis même en question l'avenir de votre entreprise? Donc, un mauvais moment, autrement dit. On a été, ça c'est de la chance sûrement, là. On n'a jamais eu justement à aller au bord de la ville comme cela. Là, mais il y a eu des erreurs importantes. Par exemple, la première acquisition qu'on a faite en dehors des sols québécois, une entreprise qui s'appelait Gelman & Hayward, qui était une entreprise vraiment de service conseil high-end à Toronto, de Harvey Gelman, qui était le président de cela. C'était quelqu'un qui avait une réputation extraordinaire. Il y avait un concours à ce moment-là, à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'était The IT Man of the Year. Et puis, c'était le premier Canadien qui avait été nommé The IT Man of the Year à l'échelle de l'Amérique du Nord. Quelqu'un d'extrêmement solide, brillant. Alors, j'ai réussi à le convaincre de venir avec nous. Alors, de nous vendre. Alors, les 6 mois plus tard, il y avait 100 conseillers seniors à l'intérieur de l'entreprise. Ils étaient tous à Toronto. 6 mois plus tard, il nous restait Gelman & Hayward, mais les 98 autres avaient quitté. Alors là, on s'est dit, peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes choses. On était une entreprise publique dès lors. Alors, c'était intéressant les questions que j'avais au conseil d'administration.
Et puis finalement, alors là, c'est là qu'on s'est dit, je dirais, tout ce travail-là qui a été fait, là, je veux dire, de s'assurer que ce soit vraiment, qu'on pousse vraiment là, vers les mêmes éléments, les mêmes processus, les mêmes métriques mesurées de la même façon partout. Ça vient de cette expérience-là. Je vais vous poser une question un peu plus personnelle, là. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous n'avez pas l'air d'être un homme stressé. C'est trompeur ou quoi? Je suis pas souvent stressé, je suis intimidé parce que pour quelqu'un qui est professeur, je suis interviewé par un professeur émérite. Oui, ça se comprend. Oui. Et en plus, il a enseigné à Harvard. Oui, 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 là, je vous comprends. Alors, je suis stressé comme tout le monde. Là, oui. Donner des entrevues, par exemple, où je sais que c'est écouté par tous les gens, c'est timidité normale. Vous savez, quand on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Chipcha, puis qu'on essaie de se vanter, puis on se fait dire vite, vite, vite hein, quand on est jeune. Vous vous souvenez de l'expression, hein? Il y en a plus d'une. Hein? Il y en a plus d'une. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait été pour vous ce qu'on pourrait appeler un modèle, par exemple, quelqu'un que vous admiriez beaucoup, que vous avez, sur les pas desquels vous aviez le goût de marcher? J'ai eu souvent cette question-là. Je dois dire que mon papa a eu beaucoup, beaucoup d'influence sur moi, là, vraiment. C'est vraiment, vraiment. Et j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui m'ont vraiment aidé. Et il y en a énormément. Les gens de notre conseil d'administration sont extraordinaires. On a monté un conseil d'administration où on apprend tous les jours, tous les jours. Vous savez, aujourd'hui, on est dans 40 pays, comme on le disait, en fait, je pense que Jean vous a fait lire le papier. Oui. Hein, les tendances dans le monde. Ça a été le fun parce que notre conseil d'administration est composé, il y a une matrice. Il est composé, on dessert 17 secteurs d'activité économique dans les 40 pays. Et donc, il est composé de gens lesquels collectivement couvrent l'ensemble de ces secteurs d'activité économique, incluant le space industry, l'espace. Et aussi, l'autre élément de la matrice, ce sont des gens qui représentent les régions dans lesquelles, les principaux pays dans lesquels on œuvre. Alors, ce papier-là, là, qui s'appelle « Les grandes tendances qui influenceront notre avenir », 2 points, le prélude à la planification, ça a été fait par ces gens-là, interviewés un à un. Et c'est ce qui a donné, ces gens-là sont d'un enseignement extraordinaire. Ouais. Il y a des gens aussi qui, dans la vie de tous les jours, m'influencent. On se connaît moins, nous deux, mais votre frère, peut-être un petit peu moins brillant que vous, mais il est quand même... Oui, c'est ça que j'allais dire. Vous auriez peut-être intérêt à me connaître un peu mieux. Oui. Vous avez réussi quelque chose de remarquable compte tenu de votre départ. Hein. Vous n'êtes pas parti de Harvard, vous. Alors, vous avez réussi quand même à monter une entreprise assez grosse pour, à un moment donné, vous attaquer à la mondialisation. Et vous avez fait votre chemin dans la mondialisation. Alors, parlez-nous un peu là, de cette opération-là. Comment on fait ça? Quelles sont les difficultés? Dites-nous un peu votre expérience à ce sujet-là. Oui. Nous, on est un B2B. Hein? On dessert des clients corporatifs. Hein? C'est important de dire ça d'emblée. Et tout à l'heure, on l'a touché un petit peu à ce sujet-là quand on disait on va suivre nos clients là où ils sont. Des clients qui sont globaux pour environ 30 à 40 des pays, des clients dans lesquels on est, là, dans chacun des pays dans lesquels on est. Simplement à les suivre, on arrive justement à composer avec cette mondialisation-là.
L'élément, je dirais, qui est très important à la pérennité de CGI, là, dans tous ces contextes-là de mondialisation, c'est que le CGI, oui, il y a 82 000 personnes, mais c'est composé de 400 bureaux à l'échelle humaine. Alors, les gens qui travaillent dans ces 400 bureaux-là, ce sont des gens qui sont des citoyens du pays dans lequel on est pour la vaste majorité. On a très, très rarement, on va déplacer des expats pour aller gérer des activités dans d'autres pays. Alors ça, c'est un élément essentiel. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de pérennité. Notre programme d'acquisition ou de fusion. De fusion, oui. De fusion, c'est dans chacun des marchés des metro markets. Hein. On s'assure qu'on a une diversification selon les secteurs d'activité économique de cette région-là. Exemple, je vais vous donner un exemple, disons que dans le New York métropolitain, j'inclus le New Jersey là-dedans, on n'avait pas beaucoup, on était très, très, très solide en tout ce qui concerne les services conseils dans le secteur financier. Il y avait un secteur qu'on voulait vraiment développer, puis c'était le secteur des biotech. Alors là, on a acquis une entreprise, on a fusionné avec une entreprise qui s'appelle Paragon dans le temps. Et puis, ce qui veut dire que là, on a eu une opération extraordinaire dans le domaine des entreprises pharmaceutiques. And so on. Hein? C'est que, par exemple, idéalement, ce qu'on vise à faire avec le programme, toujours en suivant nos clients, c'est de s'assurer qu'on a une diversification en matière de présence par secteur d'activité économique localement. Alors ça, c'est le même plan partout, partout, partout. Imaginez que par exemple, ultimement, d'ici 30 ans, 50 ans, on se retrouve justement dans ces mêmes pays-là, dans les grandes villes de ces pays-là, justement avec cette stratégie-là. Alors, la pérennité, quoique c'est jamais garanti à 100%, s'il peut y avoir des guerres et ainsi de suite. Mais dans un monde économique, politique stable, alors évidemment, ça assure que tout ne peut pas tomber en même temps. Hein? Alors, c'est notre stratégie que l'on appelle la CGI Perenniality. Parmi la génération à laquelle vous appartenez, la génération de gens d'affaires, et peut-être aussi celle qui vous a précédé, il y en a plusieurs qui avaient comme motif, c'était peut-être pas le motif principal, mais c'était une de leurs motivations, que de montrer que les Canadiens français ou les Québécois francophones pouvaient faire leur marque dans le monde des affaires, hein, aussi bien que les anglophones avant eux. Puis il y avait là une côte à relever. Ça faisait un siècle et demi qu'on se faisait expliquer qu'on n'était pas fait pour les affaires. Je pense à Bernard Lamarre, par exemple, qui lui aussi est de Jonquière, en passant, et qui, lui, à 12 ans déjà, avait cette idée-là de fonder le plus grand bureau d'ingénierie au Canada, géré par des francophones, etc. Est-ce qu'il y avait ça aussi dans votre esprit? Pas vraiment. Ce qui vraiment nous a animés et qui nous anime encore, c'est j'ai l'obsession du client, vous allez me dire, là, mais c'est de suivre nos clients là où ils étaient. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, justement, d'apprentissage? Écoutez, en ce qui me concerne, évidemment, j'arrivais du Saguenay, et puis par la suite, un bon bout de temps à Québec, je ne parlais pas du tout anglais. Alors, quand on est devenu une entreprise dont les actions étaient cotées à la bourse, alors, on s'est exilé, les trois principales personnes qui géraient CGI à ce moment-là, André Beau, Jean Brassard, et moi-même, on arrivait tous du Saguenay, il n'y avait personne qui était bilingue. Alors, Jean s'est exilé à Edmonton, et puis André s'est exilé à Toronto, et puis moi, mais dans le temps, c'était vraiment un exil, parce qu'on ne connaissait pas du tout.
Et puis, on n'a jamais fait état de cela. Là. On s'est dit, non, nous, on suit nos clients. Puis, Ouais. et aujourd'hui, on travaille dans 30 langues différentes. Évidemment, quand vient le temps de gérer l'entreprise dans son ensemble, la langue de travail, c'est l'anglais. Hein? Ceci dit, évidemment, quand on travaille aussi au Québec, servir nos clients au Québec, travailler entre nous autres, tout se passe en français. Ouais. Alors, on n'a jamais eu ce complexe-là. Alors, on n'y a jamais pensé. On n'y a jamais pensé. Et j'étais un de ceux-là. Là. C'est Mark Twain hein, qui disait They didn't know it was impossible, so they did it. Là, c'est vous qui m'en apprenez, là. Vous venez d'en apprendre aux professeurs. Là, j'avais posé une question que vous allez peut-être trouver un peu difficile, mais est-ce que vous avez des regrets comme entrepreneur quand vous regardez votre carrière, ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, évidemment, il y a des périodes qui sont plus difficiles. C'est quand ton équipe a travaillé très, très fort pour essayer d'obtenir un mandat d'un client. Et puis, on sait que l'entreprise qui a eu le contrat, ça arrive, ça, l'entreprise a triché. Alors, c'est arrivé, ça. Hein? Alors, dans ça, bien évidemment, ça appelle à l'émotion. Mais là, on se dit, il y a des gouvernements qui, à terme, vont réglementer. La réglementation, là, il y a du bon aussi, la réglementation. La vraie question, c'est la réglementation de quoi? J'ai toujours pensé que lorsqu'on travaille dans un pays où le travail est réglementé et puis qui est relativement sévère, ça égalise les chances. Hein? Si vous allez travailler dans des pays où c'est des kickbacks qu'il faut que vous offriez, vous versiez des kickbacks pour gagner des contrats. Nous, l'Alcan, soit dit en passant, a été un bon professeur pour nous dès les débuts de l'entreprise. L'Alcan ne travaillait dans aucun pays qui était reconnu comme étant des pays où il fallait payer pour travailler. Et un ami personnel qui s'appelle Claude Chamberlain, qui a été président c'était la partie Chemical. Hein. Et c'est lui qui m'avait donné la liste des pays dans lesquels eux avaient banni. On a déjà banni des clients. Alors, vous savez, la réputation d'une entreprise, là, c'est très, très, très difficile à garder à long terme. Une erreur, c'est fini. Je me rappellerai toujours quand j'ai commencé, quand j'ai créé CGI, je travaillais à Québec. Et puis, il y a eu une élection en 1976. Et le lendemain de l'élection, 5 jours après l'élection, on travaillait l'autre boîte de consultants. Il y avait une vingtaine de personnes sur le plancher. Je n'ouvrais pas l'édifice. Et moi, j'étais le seul de CGI. Le 5e jour ou 6 jours après, toutes les personnes de l'autre entreprise étaient disparues. Il y avait été mis dehors. Les contrats avaient été arrêtés. Pourquoi? Parce que je n'accuse pas personne. La rumeur était à l'effet qu'il avait payé pour obtenir un contrat. Alors là, on a eu un meeting qui a été avec notre monde, mon monde. Je disais, jamais on va faire cela aux gens qui vont travailler chez nous, qui vont avoir des familles, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir un entourage. Alors, on est devenu très, 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 très sévère sur ces choses-là. Ouais, vous nous dites des choses très intéressantes, là. Hein? Des leçons comme ça. Hein? Vous nous dites des choses très intéressantes, je dis.
Ouais. Ma prochaine question, parce que le temps passe, là, je suis obligé de vous bousculer un peu. Euh, Quel est OK. l'avenir de CGI? Je pose la question pas parce que ça m'inquiète vraiment, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour de la croissance? Est-ce que vous ressentez encore le même feu, la même motivation? Je dirais que écoutez, le papier que vous avez lu, là, c'est pour les 3 prochaines décennies. On a essayé d'imaginer CGI en 2050. Alors, en 2050, je vais avoir 102 ans. Alors, évidemment, il y a ma fille qui est co-chair, hein, qui va prendre, s'il m'arrive quelque chose, c'est elle qui va prendre le relais comme chairwoman. Alors, je pense que ce qui est très, très important pour le futur de l'entreprise, les gens, les gens qui font partie de CGI. C'est des gens qui, justement, pour travailler dans une entreprise qui a un rêve, hein, c'est aimer travailler ensemble. Ça attire des gens qui aiment travailler en équipe, qui aiment travailler avec les gens. Lorsqu'on lit, par exemple, les valeurs de CGI, qu'on les mesure, on est là parce que nos clients nous font confiance. Alors, les valeurs de CGI, c'est de travailler à ce que nos clients aient du succès. Le nôtre, il va être conséquent de cela. Ne jamais se substituer à un client. C'est toujours de faire en sorte qu'on appuie nos clients dans leur quête de succès. Je reviens encore aux gens. C'est très populaire. Là. Il y a eu, il y a 3 ans, 4 ans, hein, c'était piloté par un président d'une très, très, très grande banque. Hein. C'est que gérer une entreprise, il ne fallait pas seulement que ce soit pour les intérêts des actionnaires, que ce soit pour l'ensemble des parties prenantes. Ça fait 45 ans qu'on mesure sur une échelle de 10 le degré de satisfaction de nos clients, le degré de satisfaction de nos membres. Et évidemment, les résultats financiers, depuis qu'on est en ordre soulevé, c'est assez facile. On est arrivé à concevoir ce triangle-là, qui est de toujours chercher l'équilibre entre nos 3 parties prenantes, nos 3 parties prenantes, et peu importe où on est, dans lequel pays. Un équilibre vraiment sur ces intérêts des 3 parties prenantes. Et évidemment, dans les communautés dans lesquelles on œuvre. On demande à nos clients, ailleurs dans le monde, est-ce que vous jugez qu'on est un bon citoyen corporatif? Voulez-vous nous donner un score une note sur une échelle de 10? Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces résultats-là sont partagés à l'ensemble des équipes. Cette semaine, ça a terminé mercredi, on avait notre comité de gestion globale de l'entreprise. Et il était 114 virtuellement, évidemment. Et tous ces résultats-là dont je viens de parler, là, en rapport avec chacun des métriques, degré de satisfaction des clients, degré de satisfaction des membres, degré, et ainsi de suite, là, degré d'innovation évalué par nos clients, c'est partagé avec toutes les équipes. Notre CEO fait une démarcation avec une médiane, ceux qui sont du côté vert et ceux qui sont du côté gauche. Du côté vert, c'est au-dessus de la médiane. Du côté droit, c'est du côté rouge, c'est ceux qui sont en bas de la médiane. Non pas parce qu'on veut pénaliser les gens. Non, non. Si vous êtes dans le bas des rouges, ben, c'est parce que vous avez besoin d'aide. Hein? Alors, à partir du moment où cette entreprise-là, avec ces valeurs-là, qui vont perdurer, la pérennité de CGI sera assurée. Okay. Écoutez bien la prochaine question. Elle va vous surprendre un peu, oui. Peut-être. Quand vous allez retourner à votre bureau, là, ce sera peut-être tout à l'heure ou ce soir. J'y suis à mon bureau. Bon, vous y êtes, très bien. Alors, j'imagine que vous avez probablement plus d'un dossier là, étalé sur votre bureau, des choses qui pressent, mais il y en a peut-être un qui presse plus que les autres, que vous mettez au centre, et c'est celui-là sur lequel vous allez vous pencher là, tout à l'heure.
Qu'est-ce que c'est ce dossier-là sur lequel vous allez travailler là, présentement? Le prochain travail, évidemment, il y a l'Assemblée générale annuelle de CGI, ça c'est le 2 février. Alors, il y a toute la partie gouvernance de l'entreprise. C'est légal, c'est pas un choix qu'on a. Alors, ça, il faut qu'on travaille. Ceci dit, je fais une révision de cela là, avec mon équipe. On était 9 autour de la table. Je suis choyé, je suis privilégié, j'ai une équipe extraordinaire. Fait que ça me permet de travailler sur des dossiers très, très, très stratégiques. Ah oui, plus à long terme. Ouais. Là, il nous reste 2 minutes, Serge, et j'ai 2 autres questions à vous poser. Je voudrais que vous nous disiez un mot de votre fondation. Oui. Bon, la fondation, évidemment, l'entreprise sur le plan financier va bien, c'est pas un secret, c'est à l'ère des médias sociaux, bon, l'entreprise, bon, évidemment, la famille détient un pourcentage de l'action. En fait, le contrôle de l'entreprise est chez la famille. Et bon, on a décidé de partager il y a déjà plusieurs années. On s'est commis, on a mis 100 millions de la famille avec la fondation pour aider les jeunes. Elle est dédiée sur les jeunes. Alors, ça va très, très, très bien. C'est le sentiment d'aider, c'est extraordinaire d'arriver à... Là, je vous rudoie un petit peu parce que je veux absolument vous poser ma dernière question. Quel a été le rôle de votre conjointe dans tout ça? Ah, écoutez, elle me soutient. Sa business à elle, c'est évidemment tout ce qui est à l'extérieur de la compagnie. Alors, bon. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ce qui est à l'extérieur de la compagnie, ça inclut Serge Godin notamment. Ben oui. Ça, c'est ben, évidemment. Mais ceci dit, c'est... on est mariés depuis, ça fait combien de temps, là? Ça doit faire, ça fait pas loin de 40, non, ça fait 50 ans. Un bout, hein? Et ça va très bien. On a des enfants qui sont extraordinaires. 2 enfants, Julie, Jean-François. On a 7 petits-enfants. Puis, ma femme est simplement gaga, là. C'est un bon québécois, là. Ouais. Alors, c'est la grand-maman idéale, là. Alors, ça me rassure, moi. Hein, je me concentre. Bon, évidemment, je suis près des enfants aussi, là. Vous dites que 50 ans, c'est beau. Vous dites que 50 ans, c'est beau, mais c'est peut-être pas vous qui en avez le mérite. Ah, c'est ça. Bouchard, je veux juste... je peux pas poser toutes les questions qui ont été mises sur le fil de discussion, mais j'aimerais quand même souligner que beaucoup des personnes vous remercient énormément, M. Godin, de cet entretien qu'on a qualifié de formidablement inspirant, de quelqu'un qui se dit d'un bleuet d'allemand. Et vous avez des anciens employés aussi de CGI qui vous remercient beaucoup pour cet entretien. Il y a des questions, mais malheureusement, je ne pourrais pas toutes les poser. Alors, non, mais ceux qui ont posé des questions que j'ai vues passer au bas de l'écran pourront les poser enfin, à quelle heure déjà? Là, à 15h15, mais... à 15h15? Oui, mais c'est la séance des étudiants. Ah oui, OK. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je voulais souligner que nous sommes très heureux et très fiers de vous avoir reçu, M. Godin. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et là, merci, Serge. C'était magnifique. Très, très bien. Je pense qu'on a bien apprécié votre générosité, votre franchise aussi. Et tout ça. On a appris beaucoup sur CGI. C'est passionnant. Merci beaucoup. Et merci, M. Merci infiniment. Et maintenant, je vais céder la parole à Stéphane, qui va nous présenter notre prochaine invitée, une femme entrepreneure québécoise. Et je vais laisser Stéphane y aller de plein gré. Allez, vas-y.
Oui, merci. Merci beaucoup, Anand. Donc oui, c'est avec très grand plaisir que je vous présente aujourd'hui Marie-Josée Gagnon. Lorsqu'on a cherché une entrepreneure québécoise, on a sondé autour de nous, dont M. Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre, et le premier nom avec lequel il nous est revenu, c'est Marie-Josée Gagnon. C'est quand même pas rien. Donc, Marie-Josée Gagnon est la présidente fondatrice de Casacom, dont on va parler dans les prochaines minutes, donc qui est une firme de relations publiques qui a été fondée en 2001. Elle a auparavant été journaliste à la presse, attachée de presse au bureau du premier ministre du Québec. À l'époque, c'était M. Jacques Parizeau, directrice de cabinet du délégué général du Québec à Paris, vice-présidente aux affaires corporatives chez AXA et finalement idéatrice aussi de Brave, dont on va parler tout à l'heure. Donc, Mme Gagnon est administratrice ou a été administratrice sur plusieurs conseils d'administration. Elle a été nommée par la presse une des 10 personnalités de l'année, nommée incontournable de la communication et du marketing par Première en Affaires, nommée une des plus importantes entrepreneurs canadiennes par Profit W100, finaliste du prix de l'entrepreneuriat féminin de RBC, donc je présume que c'est la Banque royale du Canada, est désignée femme remarquable par la Chambre du commerce métropolitain. Donc, c'est dire à quel point on est choyé de vous recevoir aujourd'hui. Donc, la première question que je vous poserais, en fait, c'est vous êtes une entrepreneur, on l'a vu, une entrepreneur aguerrie, mais à la base, lorsqu'on regarde votre formation, vous avez fait des études en sciences politiques, vous avez été aussi journaliste stagiaire à la presse. J'ai l'impression que votre première vocation dans la vie se dirigeait plus vers le journalisme. Tout à fait. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Merci à Anand, M. Bouchard. Salutations évidemment à M. Godin. Merci Thomas d'être là. Et je voulais remercier également tout le monde qui écoute, puis vous saluer, puis vous dire à quel point je suis désolée de ne pas être avec vous physiquement, puis pas avoir passé du temps avec vous en amont, parce que si j'avais fait ça, je vous connaîtrais mieux, puis je serais plus pertinente encore dans mes propos. Alors, je souhaite être pertinente malgré tout. Merci Stéphane pour ta question. Si ça ne dérange pas, je vais te dire dessus. Oui, il n'y a pas de problème. On a une connaissance commune. C'est parti. Oui, effectivement. Moi, j'ai étudié en sciences politiques parce que je voulais être utile pour le Québec. Je cherchais une façon d'être utile. Alors, je me suis dit, sciences politiques. Allons-y, sciences politiques. Mais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie quand j'étais jeune? C'était écrivaine, journaliste. Je me voyais un peu comme un rat de bibliothèque. J'ai donc poursuivi en sciences politiques en me disant, bon, ça va me mener à un endroit intéressant qui va être aligné avec ça. C'est ce qui est arrivé parce que quand j'ai fini mon bac, j'ai été choisie, c'était un gros concours à l'époque, j'imagine que c'est là encore, stagiaire à la presse. Donc, pendant un été de temps, j'ai été stagiaire à la presse, j'ai été journaliste à la presse. Une formidable expérience. Donc, une expérience de journalisme qui, je vous dirais, là, presque, c'est l'opposé d'être un entrepreneur, là, à peu près. Là. Quand on est journaliste, on n'apprend absolument pas la gestion, on n'apprend absolument pas le leadership. C'est pas vraiment, ça ne fait pas partie des choses qu'on apprend. On est plus sur la recherche d'une histoire, évidemment convaincre quelqu'un, etc. Donc, j'étais partie, J'aime cette question-là, Stéphane, parce que je pense que c'est intéressant pour les étudiants qui nous écoutent de se dire, OK, moi, je suis partie pour faire ça dans la vie. Je suis passionnée par ça. Mais gardez bien les yeux ouverts parce qu'on ne sait jamais vraiment ce à quoi vous êtes réellement destiné et ce que vous devez faire dans la vie finalement pour être à votre meilleur. Parce que finalement, être entrepreneur, là, on est loin de journaliste. Oui, c'est ça. Après le journalisme, attaché de presse à l'Assemblée nationale et au bureau du premier ministre. Alors, qu'est-ce que c'est pour les étudiants? Donc, une partie des étudiants qui sont avec nous aujourd'hui sont des étudiants en ingénierie. Alors, qu'est-ce que ça fait une attachée de presse à l'Assemblée nationale au bureau du premier ministre? Bon, ça travaille 365 jours par année. Ça n'a pas d'agenda. Son agenda, c'est celui du premier ministre. J'ai fait ça pendant 6 ans. Ouais. Je vais juste raconter une petite anecdote. Je vais essayer qu'elle soit courte.
ce travail-là, je l'ai eu par un concours de circonstances inimaginables. Et évidemment, vous comprendrez que ce travail-là a changé ma vie. Puis ce travail-là, je ne le voulais pas, parce qu'on se comprend, je voulais être journaliste. Je venais de terminer mon stage à la presse. On était en récession, 1990. J'avais un appartement sur la rue Fabre que je payais 340 $ par mois et j'y arrivais à peine. Donc, je cherchais à faire de la pige. Malheureusement, on ne m'a pas engagé à la presse, la récession étant très, très forte à l'époque. Bon, ils n'ont pas engagé les stagiaires. J'ai fait des piges comme journaliste. Et à un moment donné, j'ai aidé une dame dans la rue, il était 5h moins quart, un jour de semaine, qui transportait un meuble. Elle avait une 60aine d'années. Je lui ai dit, Madame, est-ce que je peux vous aider? Je l'ai aidée à transporter son meuble jusqu'à chez elle. C'est avéré que c'était ma voisine. Et elle a parlé de moi à son voisin, qui lui m'a amené une pige. De cette pige-là est arrivée l'offre d'emploi pour Jacques Parizeau. Donc, je veux juste dire aux étudiants ici, si vous cherchez une occasion en or, ne crachez pas sur les petits détails, les petits événements de la vie, au contraire. Tout mène à tout. Alors, c'est carrément parce que j'ai aidé cette dame-là que je me suis retrouvée attachée de presse à M. Parizeau à l'âge de 22 ans. Ce qui n'est pas facile, Mme Gagnon, ce qui n'est pas facile, c'est de trouver le bon meuble. Effectivement. Il n'était pas trop lourd. Mais peu importe, c'est un petit détail, des fois, une petite mise en contact. Il n'arrive rien pour rien dans la vie. C'est très clair. Et donc, pour revenir au métier, bien, moi, j'ai toujours dit que je m'occupais à la fois du verre d'eau que du discours, autant du verre d'eau que du discours. OK. J'avais 22 ans, puis M. Parizeau, à un moment donné, j'étais toujours avec lui. On arrive dans une assemblée. Je lui avais écrit une note. Hein, c'était très formel à l'époque. On écrivait des notes, même si on se voyait constamment, on écrivait des notes, puis il retrouvait ça dans son cahier. Puis je lui avais écrit une note à M. Parizeau. Dans votre discours ce soir, il me semble que vous pourriez citer cet extrait du Petit Prince, à peu près. Puis là, citation. Et le soir, discours, il sort de sa poche ma note et il lit la citation du Petit Prince. Mais c'est juste pour dire que tout d'un coup, tu te retrouves avec énormément de pouvoir, énormément de responsabilités, énormément de confiance. C'est grâce à lui. Là. Si ce n'était pas lui, peut-être que ça ne se serait pas passé pareil. Mais énormément de confiance, de responsabilité et de pouvoir. Et je dois dire là-dessus que c'est très important de ne pas en abuser. C'est très important de prendre conscience que c'est un pouvoir qui nous est prêté. Qu'on ne l'a pas, je veux dire, qu'on ne l'a pas nécessairement mérité. Je veux dire, moi, je travaillais pour les Québécois. Ma paye, c'était celle ça a été payé par les contribuables québécois. C'est très important pour moi de rester très sobre avec le pouvoir que j'avais. Parce qu'évidemment, à chaque fois que j'appelais à quelque part, j'avais la ligne tout de suite, là. On me répondait tout de suite. Moi, j'étais toujours en position de dire oui ou non. J'étais rarement en demande. Et tous les jours, on faisait le téléjournal. On menait les nouvelles. Là. On menait le monde médiatique. C'était extraordinaire comme expérience. Je pensais, quand j'ai commencé, rester 6 mois. Je suis restée 6 ans. Mais je dois dire que dès que je suis rentrée là, autant passionnée que j'ai été, parce qu'on se comprend, j'étais vraiment passionnée, je travaillais toujours. J'ai adoré ça. Ça a été une expérience absolument emballante. Je regardais les gens qui vieillissaient en politique et je me disais, c'est pas pour moi. Je ne veux pas vieillir en politique. Il n'en est pas question. Je ne veux pas m'habituer à ce pouvoir-là. Je ne veux pas m'habituer à tous ces privilèges-là. Je veux faire attention. Je veux me construire une carrière à l'extérieur de ce système-là où, par ailleurs, on peut te déplacer. Hein? Tu es tabletté. J'ai vu des gens tablettés. J'ai vu des gens... Bon, donc, encore une fois, là, on voyait l'entrepreneur qui commençait à naître. C'est ça. Il fallait que je sois maître de ma destinée. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est une bonne formation, travailler au bureau du premier ministre pour apprendre le métier d'entrepreneur, surtout dans le domaine des relations publiques? J'imagine que c'est un apprentissage qui vaut beaucoup de bac en sciences politiques. OK. Bien, premièrement, je pense que c'est un apprentissage pour tous les métiers. Oui. Mais celui, certainement au niveau de
ce dont M. Godin parlait tout à l'heure, la vision 360. Mm. Le fait d'être capable de voir l'ensemble des parties prenantes en simultané tout le temps. Donc, moi, j'ai bâti mon entreprise en ayant en tête toutes les parties prenantes. Quand je conseille mes clients, j'ai en tête toutes les parties prenantes. Quand tu travailles en politique, tu as plein de yeux et d'oreilles. Hein? Tu suis là, vraiment très, très bien l'impact que tu peux avoir sur l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est quelque chose de très important. L'autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup préparée, c'est la gestion de l'urgence, la gestion de la crise. Moi, j'avais une crise par mois. Alors, moi, les crises, ça ne m'indispose pas vraiment. Je peux en prendre. Ça, c'est très pratique dans mon métier. Mais c'est aussi pratique dans la vie. Puis finalement, l'autre chose super importante, c'est que quand on a travaillé pour M. Parizeau, puis on a côtoyé des grands de ce monde, des présidents d'entreprise, mais des présidents de pays, des premiers ministres, puis des gens comme Lucien Bouchard, mais on n'est pas intimidé facilement. Tu sais, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau de plus qui vient avec le travail. C'est que je ne dis pas qu'on ne les admire pas, mais ça nous bloque pas. Ça ne nous empêche pas de fonctionner. On est capable de les appeler. On n'est pas gêné. On fonctionne bien rapidement dans la société. Dans cet apprentissage au bureau du premier ministre, j'imagine qu'on développe les capacités de leadership, de réseautage, de gestion, c'est quoi en fait qui pourrait déterminer je vais reformuler ma question. Quelle est la plus grande leçon que vous avez que tu as apprise au bureau du premier ministre qui a été très utile après pour la suite? Regarder dans les yeux chaque personne qui vient vers toi et qui prend la peine de te parler. De l'écouter, puis de l'écouter puis d'être en lien avec cette personne, un lien sincère. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas passé 30 secondes, 60 secondes de plus avec chacune des personnes avec qui j'ai eu ces échanges-là. Mais ça a été probablement, moi j'ai l'impression que j'ai touché et que j'ai été touchée par des milliers de personnes à travers le Québec et ailleurs pendant toutes ces années-là. Et ça, il n'y a rien de plus précieux que ça. Après donc le séjour au bureau du premier ministre, vous êtes directrice de cabinet du délégué général du Québec à Paris, un poste pour lequel vous êtes resté à l'extérieur du Québec pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce poste-là? Puis pourquoi êtes-vous revenu? Pourquoi avez-vous pas choisi de faire une carrière à l'international? Quel beau poste, hein? Diplomate à 28 ans. M. Parizeau, qui à la fin de son mandat me demande « Est-ce que ça vous dirait d'aller travailler avec Marcel Mars comme directrice de cabinet? » Marcel Mars venait d'être nommé, il n'avait aucune expérience en diplomatie, puis M. Parizeau s'est dit « Je pense que vous allez pouvoir l'aider. » Moi, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris. Toujours. J'avais 7 ans, je voulais aller vivre en France. Depuis toujours, c'est mon pays préféré sur toute la planète. Et donc, c'était très difficile pour moi de résister, d'autant plus que j'étais pour représenter le gouvernement du Québec. Donc, j'étais vraiment, vraiment attirée vers le poste. Aussi, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec un agenda à moi. Je me suis retrouvée avec des soirées de libre, des fins de semaine de libre. J'ai pu prendre des cours de vin. J'ai pu avoir des amis, les côtoyer, les voir, avoir du plaisir, faire partir les fins de semaine. Ça a été magique. Ça m'a apporté du temps de réflexion. C'est drôle, quand on a du temps de réflexion, il y a comme des choses qui remontent. Et ce qui est remonté, c'est mon désir de partir en affaires. C'est très particulier. J'étais là-bas, puis tout d'un coup, j'avais du temps. Pendant 6 ans, jamais j'ai pensé à partir en affaires. Avec M. Parizeau, jamais j'ai pensé à ça. Je n'avais pas le temps de penser à ça. Tout d'un coup, je me retrouve, puis là, on se comprend, je suis fille d'enseignant. Il y a juste des enseignants autour de moi. Aucun entrepreneur. C'est vraiment... J'ai ma marraine, qui a une épicerie, là, qui est très entreprenante, mais disons que je ne la vois pas beaucoup, elle est un peu loin. Autour de moi, là, c'est des enseignants. Moi, je n'ai jamais été sensibilisée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on en parle là, tout le temps, là, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Donc, mais ça remontait. Je me disais, oh mon Dieu, je pourrais partir une business de ci, une business de ça.
Donc, ça a commencé à monter. L'autre chose, le ministère des Relations internationales m'a offert de rester aussi longtemps que je voulais, puis ils m'ont offert la permanence. Ils m'ont offert un poste dans la fonction publique. Je me souviens très bien, ils m'ont appelé. Puis mon réflexe a été tout de suite de dire non, merci. Parce que je ne voulais pas me retrouver tablettée. Je ne voulais pas que mon avenir dépende de d'autres. Déjà, là, on voyait là, que l'entrepreneur aussi, encore une fois, se développait. L'autre élément, c'est que on se comprend, là, je suis passée de la première priorité du gouvernement, donc le bureau du premier ministre, à la dernière priorité du gouvernement, une délégation du Québec. À peu près, surtout à cette époque-là. M. Bouchard avait vraiment d'autres priorités. Là. Déficit zéro. Du déficit zéro, oui, c'est ça. Déficit zéro et d'autres choses. Donc, il avait beaucoup baissé les effectifs, il avait fermé beaucoup de délégations. À Paris, bon, c'était correct, là, mais on se comprend, là. Ça demeurait important. J'ai adoré ça, mais l'appel de l'entrepreneuriat, puis aussi ma soeur qui venait d'avoir un enfant, je me suis dit, tu vas perdre tous tes contacts, tous les yeux, les perdus que je m'étais fait comme contact au Québec, tu vas tous les perdre, retourne au Québec. Fait que je suis retournée, j'ai eu peur de ça. Je dois dire aussi que je me voyais mal me développer en France. Je ne dis pas à l'intérieur de la délégation, mais en France. J'ai vraiment réalisé à quel point on est chanceux au Québec de vivre dans une société où tout est possible et aussi où tout est simple. Mm-hmm. Non seulement c'est possible, mais c'est simple. Je vois, j'ai vécu 6 ans en France. Je sais, j'ai vu ça! Donc, tu comprends ce que je dis? Oui, on découvre à quel point le Québec est un endroit agréable quand on vit à l'étranger. Après, donc, directrice des affaires publiques à la Banque Laurentienne, vice-présidente des affaires corporatives ensuite chez AXA. Donc là, c'est un passage vers le secteur privé. Est-ce que c'est là que le cheminement vers le côté entrepreneurial est venu plus clair ou ça continue de monter, mais ce qui me manque, c'est le courage de partir en affaires. Je pense qu'il me manque bien des choses pour partir en affaires. Je pense que je ne réussirais pas. La petite musique négative dans la tête, là, je joue très fort. Donc, j'atterris donc avec un poste à la Banque Laurentienne. C'est Louis Bernard qui était au gouvernement et est à la banque. Henri-Paul Rousseau aussi qui dirigeait la banque à l'époque. J'ai fait 1 an pour remplacer quelqu'un en congé de maternité. Ils m'ont offert de rester, mais je me suis dit, je n'ai pas la vocation bancaire. Je ne l'ai pas. Aussi, encore une fois, je me retrouvais dans une grosse structure où il n'arrêtait pas d'avoir des restructurations. Mais je veux juste dire aux gens qui nous écoutent que ce n'est pas inutile, toutes ces expériences-là. Au contraire, elles sont fort utiles parce que quand on apprend ce qu'on n'aime pas dans la vie, là, ça nous aide énormément. L'autre chose, j'ai vécu l'expérience d'une grande organisation. Une grande organisation avec un syndicat, une entreprise qui a un conseil d'administration, qui est coté en bourse, etc. C'est très, très utile. Et après, je me suis retrouvée dans une firme d'ingénierie construction où j'ai participé à des projets beaucoup plus entrepreneuriaux. Donc, je travaillais avec des ingénieurs sur des projets vraiment tripants, comme les éoliennes en Gaspésie, le TGV, l'éternel TGV entre Québec et Toronto, etc. Toutes sortes le Stade Jarry, toutes sortes de belles réalisations dans une entreprise extrêmement entrepreneuriale, dirigée par un fondateur, qui était hands-on, disons, qui contrôlait pas mal tout. Pas mal seul, d'ailleurs. Donc, j'ai eu le modèle. Donc, c'était des expériences qui s'accumulaient. Et je pense que cette dernière expérience-là, c'est elle qui m'a vraiment convaincue d'y aller. Convaincue d'y aller. Donc, c'est ça. Puis, donc, le 11 septembre 2001, ça ne s'invente pas. En même temps que les attentats du 11 septembre, tu lançais l'entreprise Casacom. Comment on lance une entreprise? Qui on réunit pour faire une entreprise? Dans quelles conditions est-ce que ça s'est fait? Là, on est curieux. Oui. Bien, il faut qu'on remonte à peu près 6 mois avant, ou 1 an avant, en fait. Moi, le 4 août 2020, je donne naissance à Philippe. Philippe, mon premier garçon. Et je prends un congé de maternité d'à peu près 5 mois. Quand je reviens, parce qu'à l'époque, les congés d'1 an n'existaient pas, quand je reviens chez AXA, tout ce que j'avais mis en place
pour préserver les bonnes relations avec les communautés où les projets avaient cours, mais tout ce que j'avais mis en place avait été plus ou moins suivi ou entretenu. De sorte que je suis arrivée là et j'ai fait « Oh mon Dieu, ils n'ont pas fait ce que je leur ai demandé. » Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçue. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment quitter ma maison chaque jour pour une entreprise qui me correspond pas? D'autant plus que j'ai un enfant qui attend, qui est à la maison. Tu sais. Là, ça devenait, le choix devenait vraiment, vraiment plus clair pour moi. Et c'est ça qui a fait en sorte que je suis partie en affaires. Là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais quitter la maison pour un travail qui n'est pas 100% une passion pour moi. Donc, il y a des gens qui vont dire, oh mon Dieu, comment ça se fait que tu es parti en affaires quand tu avais un enfant, tu n'avais plus le temps, tu n'avais pas beaucoup de temps et pourtant tu as fait ça. Oui, je l'ai fait parce que ça venait vraiment me chercher au niveau du cœur, au niveau de la volonté. Donc, comment on part en affaires? Bien, on hésite encore beaucoup, OK? On hésite tout le temps. On se pose des questions tout le temps, mais on construit parallèlement à ça. On se prépare. Moi, ce que je dis, c'est qu'on se prépare et on se provoque. Donc, on se prépare, ça veut dire on regarde, ça va être quoi notre nom? Ça va être quoi notre positionnement? Ça va être quoi notre vision? Ça va être quoi nos valeurs d'entreprise? Ça va être qui les gens qui vont nous donner des mandats dès le départ? Puis là, on prépare, parce que là, on va passer d'un gros salaire à pas de salaire du tout et avec des dépenses. Parce que moi, il n'était pas question que je parte à la maison, il fallait que je parte dans un local. Donc, je suis partie dans un local au Centre de commerce mondial de Montréal. Okay. Et là, je pense aussi que je serais mieux de partir avec quelqu'un parce que je ne serais pas capable toute seule. Fait que j'essaie de m'associer avec quelqu'un. La personne me dit finalement, après discussion, etc., on était vraiment excités de partir ensemble, elle me dit « Ah, finalement, j'aime mieux pas faire ça. Pas de problème. » Quand elle me dit non, je raccroche le téléphone, je reprends le téléphone et j'appelle quelqu'un pour louer un local. Tout de suite. Il n'est pas question que je m'écrase face à sa réponse. En passant, quelques semaines plus tôt, on m'avait approché pour être directrice des communications du Musée des Beaux-Arts. Un poste qui m'intéressait au maximum, mais qu'en même temps, je me disais, est-ce que dans 3 mois, je vais m'ennuyer? Et je me suis retrouvée finaliste devant le conseil d'administration. Puis Bernard Lamarre, qui était le président du conseil, m'a demandé devant tout le monde, si tu n'as pas le poste, Marie-Josée, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Et je lui ai dit, et je leur ai dit à l'ensemble de Montréal Inc., mais je vais me partir en affaires. Donc, je me prépare, je me provoque. Quand tu dis ça devant ce groupe-là, ce n'est pas vrai que tu ne vas pas le faire. Donc, à un moment donné, là, ça fait assez d'années que tu t'hésites. Ça fait assez d'années que tu as une petite chanson négative dans la tête. Là. À un moment donné, il faut que tu le fasses. Et donc, c'est ça. Et là, j'ai annoncé ça à mon patron. J'ai annoncé à mon patron que je quitterais. Et ça a été un de mes premiers contrats. Alors, il m'a gardé. Donc, ça m'a aidé. Puis, évidemment, tous les contacts que j'avais ramassés à travers ma carrière, bien, ils étaient là pour m'appuyer dans mon départ d'entreprise. Mais je partais quand même le 11 septembre 2001. Oui, quand même. Oui. Et comment ça se passe les premières années pour Casacom? Parce que, et peut-être aussi expliquer aux étudiants c'est quoi des relations publiques ou des relations gouvernementales, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde voit un peu ce que ça représente, mais comment sont les premières années? Est-ce qu'il y a du découragement? Ou au contraire, ça a confirmé dans tes choix que c'était la chose à faire? Oui, en fait, c'est super drôle parce que dans le temps, là, les étudiants ne connaissent pas ça, mais toi, Stéphane, ça va te dire quelque chose, M. Bouchard aussi, Anan aussi. Il y avait les cahiers dans les journaux Carrière et profession. Et je me souviens très bien, quand je suis partie en affaires, je me suis dit, je ne regarderai plus jamais le cahier Carrière et profession de ma vie. Et ce que ça a créé chez moi, c'est vraiment intéressant. Quand je suis partie en affaires, j'avais 2 craintes. La petite musique, là, c'était tu ne seras pas capable de développer des affaires parce que tu as toujours été en position de dire oui ou non, tu n'as jamais été en position de demande. L'autre chose, tu ne seras pas capable de vivre sans paye. Tu n'as jamais vécu sans paye. Tu as toujours eu un salaire. Ça s'est avéré que quand je suis partie en affaires, c'est les 2 choses que j'ai réussi le mieux et que je réussis le mieux encore aujourd'hui. Je n'ai aucun stress par rapport à l'argent et je développe la business. Je suis capable de convaincre des gens, de nous faire confiance.
Puis, avec le bon travail qu'on fait, bien, la roue tourne. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Je me suis dit, quand tu pars, tu es à Matane, puis tu prends une barque, puis tu t'en vas en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, bien, tu vas apprendre à te connaître. C'est ça qui est arrivé. J'ai appris à me connaître des choses que je ne soupçonnais pas chez moi. Donc, oui, à partir de, par exemple, à Noël de la première année, j'ai parti au mois de septembre, puis à Noël, on était rendu 4. Puis ça a toujours cru. On a eu une très mauvaise période en 2014. Tu sais, une entreprise, ça vit des expériences, ça part sur des rampes de croissance, ça embauche des gens, ça fait confiance à des gens, ça transforme des choses, puis à un moment donné, la formule ne marche plus. Ça, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça après 13 ans, mais ça a été peut-être le plus beau cadeau que j'ai eu parce que je suis devenue, ça a été extrêmement difficile, je vais peser mes mots, extrêmement difficile pour moi. J'ai même pensé que peut-être que je perdrais Casacom. J'ai presque perdu ma santé aussi là-dedans. Ça a été très difficile. Mais je m'en suis sortie, puis j'ai appris comme je n'ai jamais appris pendant cette année et demie-là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis une bien meilleure gestionnaire puis une bien meilleure leader. Puis il y a des choses sur les... Tu sais, ça fait de moi quelqu'un de beaucoup plus aux aguets, mais ça ne m'empêche pas d'être autant ambitieuse et go-getter que j'étais. Mais je suis plus... Je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas, je sais ce qui est dangereux en affaires. Puis, tout à l'heure, tu discutais de la philosophie de l'entreprise, la philosophie de gestion avec, là, maintenant, ça fait 21 ans bientôt, Casacom. C'est quoi la philosophie de gestion ou la philosophie Casacom? Puis, je n'ai pas répondu à ta question parce qu'elle était un petit peu large. Je n'ai pas répondu à ta question sur qu'est-ce que c'est les relations publiques. Donc, les relations publiques, c'est les relations que les organisations entretiennent avec leur public. Donc, ce que M. Godin parlait tout à l'heure, les clients, la communauté, les employés, les fournisseurs, les gouvernements, les parties prenantes. Donc, une organisation, pour bien fonctionner dans la société, doit entretenir ses relations avec ses publics. Parfois, elle doit apparaître comme quelqu'un qui est intéressant comme vendeur, là, comme produit, un bon service. D'autres fois, c'est comme un bon citoyen corporatif. D'autres fois, c'est comme un très bon employeur, mais il doit entretenir ses relations avec ses publics et de ça naît la réputation d'une organisation. Donc, nous, on veille à ça. Bon, c'est un peu abstrait ce que je viens de dire là. Puis pour ce qui est des relations gouvernementales, c'est toutes les relations avec l'État, avec les gouvernements, avec les partis politiques, avec les villes. On va travailler avec les organisations pour monter donc des programmes de relations gouvernementales. Relations gouvernementales, d'après moi, font partie des relations avec les publics. C'est très large, les relations publiques. Et nous, on fait relations publiques, communication intégrée. Donc, tous les outils de communication, podcast, on a fait le podcast de l'ETS d'ailleurs, les podcasts, les vidéos, on a fait beaucoup de choses dans les médias sociaux pour l'ETS aussi. Donc, les médias sociaux, toute la communication digitale, numérique plutôt, toujours en fonction des objectifs des clients. Donc, nous, on devient un outil pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs d'affaires en fonction de leur public cible. Toujours dans une relation qui est très gagnante avec les publics cibles. Ce n'est pas vrai là, qu'on va imposer des choses au public cible. On y va toujours dans une formule gagnant-gagnant. Maintenant, la philosophie. D'abord, au tout début, je disais que je voulais construire une entreprise qui soit à la fois excellente et humaniste et qu'il n'était pas question pour moi de faire de compromis entre les deux. On pouvait à la fois viser l'excellence et être humaniste. Aujourd'hui, c'est clair, c'est une évidence, mais il y a 21 ans, ce n'était pas si répandu que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'importait. L'autre chose qui n'existait pas à l'époque, puis qui n'existe pas tant que ça aujourd'hui, c'est d'avoir tous les services dont je viens de parler sous le même toit. Donc, vraiment, nous, un client qui a une crise ou qui lance un nouveau produit ou encore qui a besoin de vraiment rejoindre les gens à travers les communications numériques ou encore le gouvernement, tout ça, c'est toutes des disciplines dans lesquelles on excelle.
Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de le servir sur tous ces aspects-là, y compris tout ce qui est création, production de contenu dont je viens de parler tout à l'heure. Puis aujourd'hui, un des points qui m'importe énormément, c'est notre raison d'être, la raison pour laquelle on existe. C'est celle de s'élever, de toujours se dépasser, que ce soit pour nous, pour nos clients et pour notre communauté. Et faire aussi en sorte que nos clients s'élèvent et faire aussi en sorte que notre industrie s'élève. Donc, c'est vraiment tout ça qui nous stimule, soit moi, mais également, évidemment, mon équipe de direction puis mon équipe au complet. Aujourd'hui, on est une 30aine de personnes. Avec un bureau à Toronto, bureau au Québec. On couvre le Canada en entier. Alors, on a posé la question à Serge Godin. Je vais te poser la même question. Rétrospectivement, ça serait quoi un bon coup, un très bon coup, puis quelque chose de moins heureux, un mauvais coup, peut-être une expérience à repenser dans les 20 dernières années? Oui. Mon Dieu, des bons coups, j'en ai plein. Des mauvais coups aussi. Disons, mauvais coup. Moi, je pense que c'est de mal s'entourer. C'est probablement la pire chose. Puis le meilleur coup que j'ai fait, c'est de bien m'entourer. Ouais. Il n'y a rien de mieux que ça, là. Ou il n'y a rien de pire que ça. Donc, quand on s'entoure mal, puis qu'en plus, on leur donne beaucoup de responsabilités, ça peut être désastreux. Puis si on s'entoure bien, très bien, puis on leur donne énormément de responsabilités, ça peut être extrêmement, non seulement agréable, mais efficace, productif, profitable. C'est vraiment, c'est ça. Mais après, il y a plein de choses qui se passent dans une firme comme la mienne. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'innovation, la créativité. Toujours, moi, je dis, il y a deux choses qui m'intéressent. Deux choses qui m'intéressent. C'est d'attirer, motiver, garder les meilleurs. Ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Puis la deuxième chose qui m'intéresse, c'est de me réinventer constamment. Sur ces deux bases-là, je suis à l'épreuve de bien des choses. Qu'est-ce qui est difficile dans le métier d'entrepreneur ou de président d'une entreprise? Est-ce que c'est la gestion des ressources humaines? Est-ce que c'est le manque de temps, la pression sur la famille? Qu'est-ce qui est difficile? Bien, quand on a une passion comme j'ai, il n'y a pas grand-chose de difficile. C'est vraiment... Moi, je suis à ma place. Je n'ai jamais ressenti d'insatisfaction professionnelle depuis que je suis partie en affaires. Ça s'est terminé là. Donc, je suis très, très heureuse comme entrepreneur. Ce qui est difficile, c'est le temps. C'est d'avoir le temps de qualité à consacrer à chacune des personnes, à chacun des dossiers. Mais ça, quand on sait ça, évidemment, on va mettre l'accent là-dessus, on va consacrer du temps de qualité parce que ça change tout quand on le fait. Mais ça va vite des fois. Ça, c'est difficile. Ça peut être difficile. Mais c'est tellement payant. Que ce soit avec un client, un employé. Oui. Oui. Et le projet Brave, qu'est-ce que c'est, ce projet? Bon, le projet Brave, j'avais 48 ans et demi, donc j'étais sur le point d'avoir 50 ans, un an et demi plus tard, puis je me suis demandé, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Je pense qu'il est temps que tu te brasses un peu. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un balado. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus pour les femmes. Et j'ai tout joint ensemble. Puis j'ai joint en fait tout ça à ma raison d'être. Ce qui est génial en vieillissant, c'est qu'on découvre plein de choses à son sujet. On découvre plein de choses au sujet des autres et de la vie. Puis je n'ai pas fini d'apprendre. Puis je pense que je me suis inscrite à 4 cours récemment. C'est juste pour dire comment je suis toujours en train d'apprendre puis de se réinventer. Là, ça fait partie de ça. Mais la chose qui m'importe beaucoup, moi, dans la vie, que je sois avec n'importe qui, c'est de savoir si il ou elle vit la vie à laquelle il est destiné. Ou il et elle est destinée. Et la même chose pour les entreprises que je conseille. Je veux savoir, est-ce que cette entreprise est en train de vivre la vie à laquelle elle est destinée? Et j'ai voulu créer donc un contenu avec des femmes braves qui racontent leur histoire à mon micro. On en a 34.
Et c'est tout accessible sur Balado, très facile. Brave inspiration. Oui. Des gens Je vais leur envoyer le lien. Merci. Des gens extraordinaires qui viennent à mon micro raconter leur vie, leur haut et leur bas. Et en toute franchise, on n'est pas à Radio-Canada ici, là. Puis, je ne suis pas non plus dans un contexte corporatif. C'est carrément une discussion entre deux personnes. Et moi, ce que j'aime mes invités, si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas connecter, là. Puis, de toute façon, je choisis mes invités en fonction du fait que je sais qu'elles sont capables d'être vraies. Ils viennent nous raconter leur haut et leur bas pour que les gens comprennent c'est quoi une vie. C'est quoi une vie faite de courage? Puis, tu sais, comment tu arrives à cet endroit? Moi, il y a un endroit où on arrive, où je suis, où tu as finalement été courageuse. OK, ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement été courageuse. Je dois avoir été courageuse une couple de fois de plus. Puis, je suis arrivée à un endroit où je peux redonner aux autres parce que je suis tellement bien à l'endroit où je suis que je suis en mesure de redonner, de partager. Et c'est ça que je vais chercher chez mes invités. C'est vraiment intéressant. Ça a été une belle aventure. Ça fait 4 ans et ça m'a beaucoup apporté. Je voulais faire ça pour les autres, puis à la fin de la journée, bien, tu te rends compte que ça t'en apporte à toi d'abord et avant tout. Avant de donner la parole à Nan, pour peut-être un mot de la fin, on a parmi les gens dans la salle, on a des jeunes qui vont devenir ingénieurs. Plusieurs vont penser à être entrepreneurs. Quel serait le conseil que tu leur donnerais pour les prochaines années dans leur carrière? Oh boy! Moi, le plus beau conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est d'être soi-même, là, d'être vrai, d'être proche de soi. Tu sais, tantôt, je parlais là, des relations avec les publics cibles, avec les parties prenantes, c'est très important, mais avant toute chose, il y a la fondation. Il y a la fondation d'une entreprise, la fondation d'un individu, sa raison d'être, bien la connaître, savoir qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui va me stimuler pendant très longtemps et s'assurer de construire ça. Que ça soit, puis ça n'a pas d'importance, ça n'a pas besoin d'être gros, ça a besoin juste d'être authentique, ancré en vous. Parce que ce que vous allez construire, en fait, puis c'est ça que j'ai réalisé, vous allez créer quelque chose qui va devenir votre instrument d'expression de vous-même. Puis ça, c'est hallucinant, là. Il n'y a rien de plus beau, là, que d'avoir à soi un instrument d'expression de soi-même. Moi, c'est ça que je me suis offert. Mais si ça n'avait pas été aligné sur moi, ça serait chancelant comme ça, puis je ne voudrais pas m'exprimer là-dessus. Bon, merci. Je vais donner la parole à Nan. En fait, moi, je voulais simplement partager ce que je vois sur le fil de discussion. Alors, très intéressant, très inspirant. Merci de partager vos belles leçons de vie avec nous. Merci à la conférencière et au comité organisateur aussi. Madame Gagnon, nous comprenons maintenant en quoi elle est une femme remarquable et j'ajouterai une femme exceptionnelle. Bravo. On a quelqu'un qui dit « respect ». Quelle belle histoire et quelle belle ouverture. Humilité, franchise, merci. On nous remercie de vous avoir invité. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Et extraordinaire le dernier mot de la fin de la part des participants. Je voulais simplement partager ces commentaires avec vous.